Bonsoir. J'espère qu'il ne vous est jamais arrivé d'être poursuivi par une maison de recouvrement. C'est parfois justifié si vous n'avez pas payé une facture, mais il y a des cas de véritable acharnement, d'erreurs, de frais administratifs abusifs. Le témoignage que vous entendrez tout à l'heure ouvre une série de questions et débouchera sur des conseils utiles. Et la suite est réservée aux plus de 16 ans, puisque nous allons parler de la boisson alcoolisée préférée des Suisses, la bière. Quoi de neuf? En bistrot, en magasin, il y a désormais un choix fou. Un grossiste en propose plus de 500 dans son catalogue et la bière s'est sophistiquée au point d'être servie comme un grand vin. Si l'IPA est à la cote, elle est peut-être fabriquée en Écosse ou tout près de chez vous, car le local, houblon et malt compris, c'est aussi dans le vent. Les nouvelles tendances et une dégustation de bière blonde. Restons sobres, mais ça vous sera servi sur un plateau. Ce n'est pas la première fois qu'à bon entendeur vous parle de la bière. Boisson très consommée, 55 litres par personne et par an, bébé compris, selon l'Association suisse des brasseries. C'est un marché en constante évolution. Il y a eu l'explosion du nombre de petites brasseries locales, dont certaines maintenant mettent la clé sous le paillasson. D'autres, au contraire, prennent du poids et marchent sur les plates-bandes des industriels. Et au niveau des produits, au milieu de la démultiplication des marques, 3 lettres se sont imposées, IPA. Nos guides ce soir, Malik Meli et Marco Delamula, vous emmèneront jusqu'en Écosse. C'est le Nec Plus Ultra du bar à bière. Derrière le comptoir, un spectaculaire alignement de 32 tireuses de bière, toutes artisanales. On préfère favoriser les petits entrepreneurs et puis les petites brasseries lausannoises qui sont ici ou à Genève, en tout cas à Suisse. Mais vous avez aussi des bières internationales, espagnoles, américaines, canadiennes. La mise en bière à Lausanne, un bar qui attire des jeunes, des étudiants, des hipsters et tous les passionnés de la mousse. C'est à qui boira la bière la plus originale, la plus sophistiquée, la toute dernière nouveauté. Ces dernières années, il y a vraiment eu une explosion du nombre de brasseries. On part de la petite brasserie, de la Pico-brasserie, où c'est 3 potes qui font ça dans leur cuisine, pour arriver maintenant à des brasseries qui sont quand même bien développées, qui commencent à être, je peux dire, industrielles, mais on reste sur une idée avec un travail de la bière, des recherches de goût. L'époque où on trouvait que de la Cardinal ou de la Heineken, ça lassait un peu. Là, on retrouve le plaisir de boire une bière et le plaisir du goût. C'est comme le vin, en fait. Exactement, en étant un peu moins snob. Ces bières New Look grignotent peu à peu des parts de marché face aux grandes bières industrielles. Jan Hamstein est le vendeur et l'importateur de bière numéro 1 en Suisse. Il a plus de 500 bières du monde entier à son catalogue. Rien qu'en Suisse, on compte aujourd'hui pas moins de 1357 brasseries en activité. Mais peut-être plus pour très longtemps. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est extraordinaire, mais je pense qu'on atteint un sommet et là, on va vivre. Qu'est-ce qui va se passer ? Je pense que ça va être une consolidation. Et ça a déjà commencé. Il y a certaines petites brasseries qui ont déjà commencé à fermer leurs portes en Suisse. Pas beaucoup, mais il y en a déjà une dizaine ces 2 dernières années. Il y en a trop, en fait, de ces brasseries aujourd'hui. Aujourd'hui, on va arriver à une situation où il y en aura trop. Jadis la boisson populaire par excellence, l'explosion des bières haut de gamme a en tout cas fait monter les prix. Malheureusement, on est dans une situation où beaucoup de brasseurs ne calculent pas forcément leur prix de revient et regardent plutôt où la concurrence se situe. Est-ce qu'il y a des bières qui sont trop chères aujourd'hui ? Il y a beaucoup de bières qui sont trop chères, oui. Il y a des gens qui ont tendance à exagérer. Il faut dire qu'ici, certaines bières de très haute tenue peuvent coûter jusqu'à 75 francs le litre. Dans cet incroyable foisonnement, un style a le vent en poupe depuis quelque temps, les bières IPA. Ça marche très bien. On en a souvent entre, je dirais, 5 et 7. C'est une palette, c'est pas juste un style de bière, c'est vraiment une déclinaison, en fait. C'est vrai que c'est ce qui fonctionne le plus en ce moment. IPA, 3 lettres pour India Pale Ale. D'après la légende, ce type de bière est né en Angleterre au XVIIIe siècle pour désaltérer les soldats en poste aux Indes. À l'époque, il fallait 4 mois de bateau pour rejoindre le sous-continent et la bière supportait mal la traversée.
D'où l'idée d'augmenter le degré d'alcool et surtout de rajouter du houblon, un conservateur naturel. Résultat, la bière arrivait en parfait état jusqu'aux lointaines colonies de Sa Gracieuse Majesté. Plus alcoolisée, beaucoup plus amère à cause du houblon, les IPA sont ensuite lentement tombés en désuétude. Et ce sont des microbrasseries aux États-Unis qui ont relancé la mode dans les années 1980. En Europe, c'est du côté du nord de l'Écosse, près d'Aberdeen, qu'il faut chercher la renaissance des IPA. Un pays de pêche, de pétrole et de bière. Nous sommes à Elon, un jet de pierre de la mer du Nord. Voici la brasserie Brewdog. Fondée en 2007 dans un garage par 2 passionnés, Brewdog compte aujourd'hui 1000 employés et son usine écossaise produit 450 000 hectolitres de bière par an. Son produit phare, ce sont donc les bières IPA. Brewdog a été le premier à les populariser en Angleterre, puis dans toute l'Europe. Produire des IPA, c'est un peu différent des autres sortes de bières, comme les stouts, les pilsner, les lagers ou les bières blanches. Ce qui caractérise les IPA, c'est un fort houblonnage accru. Ça veut dire qu'on rajoute du houblon à la fin de la fermentation, et c'est ce qui donne ces arômes fruités, floraux et épicés à la bière, ainsi qu'une amertume très prononcée. Les IPA, ça représente combien de vos ventes ? L'une de nos bières, la Punk IPA, représente à elle seule 60 à 65% de nos ventes. Ah bon ? Donc c'est une brasserie IPA ? Une brasserie IPA qui produit quand même 125 autres bières différentes. Les IPA font partie d'une grande famille. La bière numéro 1 des ventes s'appelle donc la Punk IPA. On la trouve en Suisse, en grande surface, vendue autour de 10 francs le litre. Mais au fait, pourquoi ce nom de punk ? Ce n'est pas du tout pour rendre hommage au mouvement punk rock des années 70. On ne se balade pas avec des vêtements troués. Non, ce qu'on essaie de faire, c'est de symboliser notre attitude individualiste. On se rebelle contre le courant majoritaire. On veut montrer qu'on peut être différent, mais avec la qualité. Malgré sa folle croissance, Brewdog cultive jalousement une ambiance de start-up. Elle fait par exemple appel à des dizaines de milliers de petits actionnaires pour se financer. Mais Brewdog est aussi célèbre pour son marketing provocateur et ses vidéos spectaculaires. Comme ici, un lancer de peluche et de tracts sur Londres depuis un hélicoptère. Is this or this what you want lager to be? I'll choose this. I will also choose this. La marque s'affiche comme le leader européen des craft beer, les bières artisanales, en guerre contre les géants industriels et leurs bières standardisées. En Suisse aussi, de nombreuses petites brasseries ont misé sur les IPA. Dans la zone industrielle de Sierre, voici Hoppy People, lancé il y a 3 ans par David Bonjour et Olivier Briganti. L'un était ostéopathe, l'autre haut fonctionnaire à la Confédération. 2 grands amateurs de bière. Mais de là à en fabriquer, c'est une autre paire de manches. L'apprentissage du goût, c'est apprendre à voir ce qu'on veut. Ouais. Et puis d'autre part, on a lu Internet à la lettre B, et puis on a regardé les tutoriels qu'il y avait. Will always boil over. Yep. Et c'est vrai que des tutos sur Internet pour faire soi-même de la bière, c'est pas ce qui manque. La brasserie produit 2000 hectolitres de bière par an, dont plusieurs IPA, vendus en grande surface un peu plus de 10 francs le litre. On fait de l'IPA parce qu'on aime ça, c'est des recettes qu'on aime bien. D'autre part, c'est aussi parce que c'est des recettes qui, je pense, au jour d'aujourd'hui, ont un bon succès sur le marché. C'est que les gens boivent en majeure partie des lagers, des blondes, boivent aussi des blanches. Mais l'IPA est devenu une recette plus connue et appréciée des gens. Donc pour nous, c'est une manière de faire d'une pierre deux coups. Mais attention, la vérité d'aujourd'hui n'est peut-être pas celle de demain. Chez les connaisseurs, on murmure déjà qu'après les IPA, les prochaines bières à cartonner seront les sour, des bières acides. Ainsi va la mode. En attendant les bières acides, la grande tendance actuelle au niveau des brasseurs, c'est l'artisanal plus le local. Non seulement certaines s'installent, s'ancrent dans leur terroir, mais en plus les matières premières sont totalement locales, ce qui n'est pas une mince affaire pour 3 des ingrédients d'une bière. À Vuillan, la laiterie n'est plus une laiterie, c'est une brasserie. Alexandre Clerc et Henri Young,
2 anciens cadres de Cronenbourg, un géant industriel de la bière, ont racheté l'an dernier la brasserie du Jorat. Nous faisons tout, du matin au soir, que ce soit embouteillage, les livraisons. On raisonne plutôt caisse par caisse, client par client, alors que dans les grands groupes, vous raisonnez plutôt par camion. Ici, un seul mot d'ordre, produire des bières bien de chez nous. C'est cantonal, vaudois, régional. La brasserie a toujours voulu brasser des bières locales. Et l'une des bières de cette brasserie, la bien nommée La Vaudoise, a même son origine carrément certifiée. Prométhère validé avec le label Produit du terroir vaudois. Nous sommes les seuls, première mondiale, certifiée Produit du terroir vaudois. Nous sommes même à la buvette du Grand Conseil, au château, puisque nos députés peuvent consommer la Vaudoise. L'essor des microbrasseries a en tout cas permis de relancer des activités qui avaient disparu. À Grandcourt, une petite équipe s'est lancée dans un grand défi, la culture d'1 hectare de houblon, à destination d'une clientèle bien précise. Une quinzaine de brasseries, principalement dans le canton de Vaud. On commence à développer un petit peu dans la région genevoise et en Valais. Et on commence à avoir une légère demande aussi pour de l'export en France, étant donné que notre culture est faite de manière biologique, donc qui est demandée par certains brasseurs. Dans les années 60, on cultivait déjà du houblon en Valais, comme en témoignent ces images. Mais l'activité a ensuite périclité avant de renaître aujourd'hui. Le houblon nécessite beaucoup de main-d'œuvre et pas mal de doigté. On est en train de sélectionner du coup 3 lianes par cordelette qu'on va venir enrouler dans les sens de la rotation du soleil. Si vous ne le faites pas dans le sens de la rotation du soleil, qu'est-ce qui se passe ? Et la liane va se décrocher et elle va aller dans le sens de la rotation du soleil parce que la nature est plus forte que nous. À 40 km à vol d'oiseau, toujours en terre vaudoise, à Bavois, c'est une malterie qui a ouvert ses portes. Ingrédient incontournable de la bière, le malt est une céréale, en général de l'orge, qu'on laisse d'abord tremper pour qu'il germe, puis que l'on sèche et qu'on chauffe pour qu'il dégage tous ses arômes. Aujourd'hui, il n'y a que quelques malteries en Suisse. La production reste donc confidentielle. Au niveau du prix, c'est concurrentiel par rapport à du malt acheté à l'étranger ? Pas du tout. Pas du tout. Non, on a notre prix, le prix de notre malt est beaucoup plus élevé qu'un malt qui vient de l'étranger. Mais alors, quel est l'intérêt d'un brasseur de la région d'acheter votre malt chez vous ? Mais moi, je trouve qu'il y gagne surtout de la cohérence. Parce qu'on parle de brasserie artisanale, de brasserie locale, et puis le fait de pouvoir utiliser des matières premières qui sont justement locales et puis respectueuses de l'environnement, je pense que ça peut être intéressant pour des brasseries artisanales. Et au bout de la ferme, après les vaches, on trouve, devinez quoi, une microbrasserie au nom poétique, au bled. Du coup... Elle a fini de fermenter complètement ? Non. Non. Il lui reste encore 2 semaines. Une production confidentielle vendue directement à la ferme, ainsi que dans quelques restaurants et magasins de la région. Pourquoi ça s'appelle au bled ? C'est premièrement parce que les céréales sont produites et maltées et brassées sur la même commune, dans le même bled. Et également parce que bled, en fait, c'est le vieux mot français pour désigner les céréales. Une bière, c'est à 90% de l'eau. Aucun problème pour en trouver chez nous. On trouve donc aussi désormais du malt suisse, du houblon suisse, reste le 4e élément de la bière, les levures. Excusez-moi, vous faites quoi là ? Alors là, je suis en train de prélever des levures pour ensuite les isoler et puis pouvoir les utiliser pour fermenter de la bière. C'est des levures 100% locales. 100% locales, prélevées sur l'arbre et cultivées en Suisse. Il y a 1 an, 2 jeunes étudiants en biologie de l'Université de Lausanne ont lancé l'Evatura, une start-up qui prélève et cultive des levures locales. Alors voilà la levure Loïs, je pense qu'elle est prête quand ? Elle sera prête demain. Parfait. Nos clients sont des micro-brasseurs qui peuvent aller de quelqu'un qui brasse 100 litres à quelqu'un qui brasse 3000, 5000 litres. Et des brasseurs qui cherchent à avoir une gamme variée, à chercher des petits goûts, des petites variations dans leur levure, etc. Donc si on change la levure, ça peut modifier le goût d'une bière ? Ça peut complètement modifier le goût d'une bière, oui, tout à fait.
Aujourd'hui, là, on a 150 à peu près souches différentes. Et le but, c'est que à la fin de l'année, on en ait 300. On veut aussi prélever donc, des levures dans chaque canton pour que chaque brasseur de canton puisse avoir une levure qui vient de son canton et puis faire une bière 100% vaudoise, 100% zurichoise, etc. À Sierre, chez Hoppy People, on cultive aussi un côté terroir, mais un peu différemment. Qu'est-ce qu'il y a dans les tonneaux qui sont derrière vous? Ah, là, il y a de la bière. Avant, il y avait du vin. Ouais. On habite dans un terroir valaisan, il fallait quand même faire un petit peu le lien avec tout ça. Donc là, on a ici derrière moi des barriques qui ont contenu de la Syrah et des barriques qui ont contenu un assemblage de rouge où il y avait, sauf erreur, de l'Umagne, du Cabernet, Syrah. On récupère justement cette typicité de terroir de chez nous avec souvent au nez des arômes fruités qui sont là pour rappeler un petit peu ce terroir vinicole. Et pour faire bonne mesure, les tonneaux sont partis vieillir dans les entrailles du barrage de la Grande Dixence. C'est une collaboration avec Provins qui eux-mêmes ont toute une gamme de vins de haute tenue qui vieillissent dans le barrage. Et nous, ce qu'on a eu l'occasion de faire, c'est de récupérer ces barriques au moment où ils sortent le vin, de mettre notre bière à l'intérieur et de renvoyer les barriques dans le barrage pour une maturation de 24 mois. Pour le marketing, c'est pas mal non plus, le barrage de la Grande Dixence. Ouais, pour le marketing, c'est bon. Terroir, barrage et barrique sont des atouts marketing pour une bière de prestige qui coûte environ 30% plus cher que d'autres parce qu'elle demande plus de manutention et de temps. Quant aux autres bières locales, celles qui n'utilisent que des ingrédients locaux, elles seront forcément un peu plus chères, mais pas tellement plus. Ce qui pèse le plus lourd dans le prix, c'est la main-d'œuvre et la quantité brassée. Quant aux sources de levure, l'âme de la bière, comme disent certains, il n'y a pas que les arbres, on en trouve partout. Il y a des centaines d'espèces. C'est ce champignon unicellulaire qui assure la fermentation. Le choix d'une levure est donc une étape cruciale. Les grands groupes industriels utilisent en général des levures standards. Mais la diversité des bières d'aujourd'hui, la sophistication des goûts, fait que même servies en canette, elles ont conquis une place jusque dans des restaurants gastronomiques. Au cœur du Lavaux, dans le village de Chardonne, un restaurant joliment nommé Lao. Un établissement réputé qui, à côté des vins, affiche fièrement 14 bières sur sa carte. Le jeune chef Mathieu Bruno tente aujourd'hui une expérience. Imaginer un menu gastronomique conçu pour être accompagné avec des bières. Moi, j'ai déjà de la famille qui est belge, donc je suis déjà un peu tombé dedans quand j'étais petit. Et c'est vrai qu'il y a une évolution au niveau de la bière qui est assez importante. Et, on aime bien aussi avoir des choses un peu décalées, avoir du cidre, de la bière, même là on avait un dessert à la pomme, on a mis de la chartreuse dessus. Donc sortir un peu des sentiers, même si on se trouve dans les vignes, ça dénote un petit peu. Pour déguster les bières et les mets, nous avons convié deux personnalités, la vigneronne vaudoise Noémie Graff. C'est vraiment une jolie complexité. Et David Moginier, le critique gastronomique du quotidien 24 heures. C'est étonnant. Hein, et la bulle est très très fine. En même temps, ça va apporter le côté printanier, j'imagine. Ouais, tout à fait. Quant à la sélection des bières, c'est lui, Cyril Hubert, biérologue et sommelier spécialisé dans la bière. C'est super sympa. Et quand tu bouges ta bouteille comme ça... Certes, les bières coûtent moins cher que les grands vins, mais l'art d'accorder un plat avec une bière est aussi complexe qu'avec un vin. Il y a des arômes qu'on retrouve dans la bière qu'on ne trouvera jamais dans le vin. Par exemple? Comme par exemple l'amertume. Enfin, en tout cas, en termes de saveur, par exemple, ou le côté herbacé. Et tout ce qu'on peut retrouver principalement dans le vin, en termes d'arôme et de saveur, on peut le retrouver dans la bière. Donc c'est plus difficile, selon vous, de construire un menu comme ça? C'est beaucoup plus difficile parce que les gens n'ont pas forcément l'habitude de boire de la bière en mangeant à table. Et on attaque l'asperge blanche à l'estragon accompagnée d'un tartare de langouste et d'une bonne bière. C'est bien beau hein, dans vos assiettes. Vous avez vu ça un peu? Je me permets de vous présenter une Berliner Weiss de la brasserie Stone qui nous vient des États-Unis, de San Diego. L'intérêt aussi quand on fait une dégustation, c'est qu'on fait marcher tous nos sens. Et là, le premier sens que je vais faire marcher, autre que le sens du toucher, c'est l'ouïe. On entend le pchit et le bruit du métal. Vous voyez, la première bière que j'ai servie en canette, je l'ai servie dans une flûte à champagne, justement pour rehausser un petit peu la cote de la bière. Un côté floral. En même temps, il y a tellement de saveurs dans le plat que... Oui. Et en vin, qu'est-ce que tu aurais mis là-dessus?
par gourmandise, je serais partie sur du Sauvignon. On passe au filet de canard d'Appenzell laqué au miel truffé avec son artichaut farci. En fait, la bière, on peut l'associer avec n'importe quoi. Avec des sushis, avec de l'omelette, avec des verrines, avec tout ce qu'on veut. La bière est tellement complexe, il y a tellement de styles que les combinaisons sont infinies. On est sur une bière quadruple, d'accord, qui est une barrel aged, une bière vieillie en fût de Bourbon. Une bière très charnue, très corpulente, qui va sur des arômes très très ronds. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous la servir dans des verres comme ça, pour que vous puissiez vraiment ressentir les arômes au maximum. La couleur est magnifique. Ah, la couleur, je sais pas si le fût de Bourbon a aidé aussi à... C'est vrai qu'il est quand même question beaucoup d'aromatisation. La bière, c'est une forme de cuisine. Hein. On sent le bois quand même. Au nez. Je m'attendais à beaucoup d'amertume, ce qui est des fois un peu difficile à accommoder avec les plats. Là, il y a beaucoup de bières qui avaient une amertume assez discrète ou élégante. La dernière, vieillie en barrique, avait plus d'amertume, mais qui jouait bien avec le canard, tout en ayant des côtés fruités. Donc j'étais agréablement surpris vraiment de bières de complexes et de belle qualité. Ce qui me reste aussi, c'est effectivement une certaine légèreté par rapport à un menu accompagné uniquement de vin, avec des fois du vin rouge qui peut être un petit peu lourd. C'est assez digeste, il y a beaucoup de buvabilité. On est aussi sur une mousse beaucoup plus épaisse que les précédentes. Hein. Non, vraiment, là, ce qui allège quand même ce côté un peu houblonné. On a vraiment passé par toutes les palettes de l'arc-en-ciel, j'ai envie de dire. Je suis très surprise sur la capacité et charmée de la bière finalement de très bien s'acclimater avec des légumes qui sont quelquefois un accompagnement assez difficile pour les vins. L'autre chose qui m'a surpris, c'est que je m'attendais peut-être à retrouver beaucoup plus la bière sur des plats carnés. Et j'ai eu des très belles découvertes avec notamment du poisson. Vous aviez déjà fait un repas comme ça gastronomique à la bière? Non, je reste une bonne vigneronne vaudoise, s'il vous plaît. Dans 10 ans, on mangera des menus gastronomiques à la bière comme on en mange aujourd'hui avec du vin. J'en suis persuadé. Ça va remplacer? Alors, ça commence déjà. Il y a déjà certains restaurateurs qui commencent à utiliser de la bière pour faire de la cuisine, mais également mettre des bons produits du terroir ou des brasseries locales sur leur carte de bière. J'ai un peu de peine à le croire. Je trouvais intéressant de le faire. Je trouve malgré tout, mais je suis un vieil épicurien, donc la noblesse du vin reste à nul autre pareil. Maintenant, chacun a ses goûts, les modes sont ce qu'elles sont, et ça va certainement un petit peu se répandre. Mais je ne pense pas que ça va supplanter le vin dans les 5 ans à venir. Après, je ne sais pas. Il y a des tendances qui durent ou qui s'effacent, remplacées par d'autres. Toujours est-il qu'aujourd'hui, si on regarde les chiffres et pas seulement les modes, qu'est-ce qu'on constate? En consommation globale, la part des bières spéciales a certes augmenté, mais le gros des milliers d'hectolitres de bières qui sont consommés, ce sont les bières blondes traditionnelles. D'où le choix de ces dégustations, faites dans les règles de l'art. Malgré le boom des microbrasseries et des bières artisanales, l'écrasante majorité des bières bues en Suisse restent les traditionnelles blondes. Nous avons sélectionné 10 de ces bières dites de soif, parmi les plus consommées en Suisse romande et disponibles en grande surface. Et c'est dans ce bar genevois, le Volt, que nous avons soumis nos breuvages maltais au palais affûté de 5 spécialistes. Alain Kerr, sommelier spécialisé dans la bière. Nathalie Drault, brasseuse en chef à la brasserie des Murailles à Meignier dans la campagne genevoise. Rabey Alouche, brasseur et gérant du bar Le Pibar à Lausanne. Julien Beau, du bar à bière genevois Le Coin Mousse. Et enfin Catherine Rider, qui tient, elle, le bar Le Domino à Sion. Nos 5 spécialistes ont dégusté à l'aveugle les 10 bières de notre échantillon. Leur degré d'alcool est très proche, elles sont toutes entre 4,8 et 5 degrés. Nos spécialistes ont évalué l'aspect du breuvage, la couleur et la mousse, puis sa limpidité, les arômes et bien sûr le goût. Le tout débouche sur une note moyenne pour chaque bière sur une échelle de 1 à 10. Premier constat, nos bières n'ont pas soulevé un enthousiasme délirant. Sur les 10, il y en a peut-être 2 qui étaient un peu au-dessus. Mais autrement, ça reste un style
où toutes les bières sont assez proches finalement. Bah, c'est pas si mauvais que ça. Je suis une buveuse de pils, donc je vais dire que franchement, tu vas au match de foot, tu vas au hockey, tu vas à la grillade, t'es content de faire santé avec ce genre de bière. C'est vrai qu'il y avait quand même certaines qui étaient un petit peu basses. Passons aux résultats. On commence par les blondes qui ont obtenu les moins bonnes notes. En queue de classement, avec une note moyenne de 5,1 sur 10, l'Appenzeller Quellfrisch, achetée chez Coop, vendue 2,80 francs le litre, elle n'a pas séduit nos dégustateurs. Pour Julien Beau, le problème, c'est qu'il y a trop de diacétyl. Le diacétyl est un arôme qui, lorsqu'il est présent en faible concentration, n'est pas seulement acceptable, même recherché dans les lagers et dans les pilsners. S'il devient trop présent, ça peut se transformer en beurre rance, voire même, de mon ressenti en tout cas, en transpiration, voire même en odeur et en goût de pied. On sentait ce goût de carton mouillé qui Goût est de désagréable. carton mouillé. Carton mouillé, ouais, il y a une petite astringence qui reste derrière, déplaisante, et puis ouais, ce goût qui m'a pas plu. Avec une note de 5,3 sur 10, 9e place pour la soif du Dr Gabs, que nous avons acheté chez Manor à 4,40 francs le litre. La seule bière artisanale de notre échantillon n'a pas convaincu non plus. Là, j'ai trouvé qu'il y avait quand même le goût de levure qui était bien présent. Et si c'est pas très bien dosé, la levure, ça donne vite un goût un petit peu violent. Et puis là, il y avait ce goût de banane qui n'était pas super agréable, qui est très agréable sur des bières blanches, mais pas là. Ce léger trouble, cette légère levure qui reste en suspension fait que ça te descend un petit peu les arômes. En 8e position, la Budweiser, une bière tchèque achetée chez Denner, 2,70 francs le litre. Elle obtient une note un tout petit peu meilleure, 5,5 sur 10. La mousse, j'avais pu juste la goûter en départ de dégustation et elle avait un goût métallique assez fort. Ce goût métallique, il vient à votre avis du fait que c'était une canette ? Alors non, je pense plutôt du houblon, parce que le houblon est riche en fer. Après, peut-être en plus la canette. Ça, je ne me permets pas de juger parce que dans notre brasserie, on ne fabrique pas du tout de canette. C'est directement au nez l'acidité qui ressort. Et ça, c'est juste, pour moi, pas possible pour une lager. Et en bouche, c'était encore pire. Ensuite, 2 bières ex-aequo avec une note de 5,6. Il s'agit de la Lager de chez Denner, 1,50 francs le litre, la moins chère du lot, et la Boxer Old, également achetée chez Denner, à 3,32 francs le litre. À la 5e place, la Lager du géant industriel hollandais Heineken, mais brassée en Suisse, achetée chez Alligro, 3,65 francs le litre, 6 points sur 10. Pour Julien Beau, cette fois, ce sont les bulles dans la bière qui n'étaient pas à la bonne taille. D'avoir une petite bulle, c'est bien, parce que ça permet de bien répartir, mais si la bulle est trop petite, elle peut piquer. Et si en plus de ça, c'est une bulle qui est petite, mais qui est mal répartie ou pas assez présente, on n'a vraiment pas le job qui est fait et on n'est pas optimum. Suivent 2 nouvelles bières ex-aequo avec 6,2 sur 10. La bière allemande Warsteiner, que nous avons achetée chez Manor, 4,75 francs le litre, et une vieille connaissance, la Cardinal Blonde, 3,60 francs le litre, une bière brassée aujourd'hui par Feldschlösschen. Pour moi, c'était une des bières le plus équilibrées dans l'ensemble, douceur maltais, ce côté un peu amer, avec une petite touche d'amande, légèrement. À la 2e place, une autre allemande, la Jever, la plus chère du lot, 6,20 francs le litre. Achetée chez Globus, elle obtient 6,6 sur 10. Elle est déjà très flatteuse d'apparence, parce qu'elle avait une très belle mousse. Et puis, dans la mousse, il n'y a pas juste le fait qu'il y ait de la mousse ou qu'il n'y en ait pas. C'est important, la mousse ? Très important. C'est la première chose qu'on voit aussi. Si on verse une bière, moi j'aime bien quand il y a une mousse de facilement 1,5 cm que je peux manger, en fait, aussi. Dès que j'aime la mousse, en principe, j'aime la bière. Enfin, numéro 1, la bière La Valaisanne Lager à 3,98 francs le litre, achetée chez Coop. Sa note, 6,9 sur 10. C'est donc la préférée de nos dégustateurs. Elle sort clairement du lot. Elle a, je soupçonne un houblonnage accru. Ça veut dire du houblon qu'on met aussi pendant la cuve de garde et qui permet au houblon d'exprimer son côté très floral. Et ça fait au final quelque chose qui à la fois est simple et complexe aromatiquement parlant. C'est très agréable. Une fois qu'on l'a en bouche, je l'ai trouvé équilibré parce qu'on avait quelque chose de sec avec un petit peu de corps. On avait une bonne bulle qui permettait de bien
avoir du goût jusqu'à la fin. Ce que j'ai bien aimé, j'ai l'impression qu'il y a une petite levure de banane derrière qui doit être une levure allemande. Bon, je sais pas, hein, c'est à l'aveugle. J'ai trouvé ça assez sympa. Franchement, elle est surprenante avec ce petit goût de poivre derrière, ouais, très sympa. Sympa. Et pour nos fins palais, tout s'achève par une dernière bière. Ce sera jamais que la 11e. L'étiquette joue un rôle important pour les bières. C'est aussi ce qui les distingue. L'imagination est au pouvoir. Quand vous voyez un portrait de femme stylisée sur une bouteille de bière Madame Duss, vous pensez qu'elle existe, cette Madame Duss? Eh bien, oui et non. C'est en fait le surnom de la brasseresse, le féminin de brasseur inventé par celle qui produit cette bière française. Quand vous voyez un preux chevalier dessiné de dos et un château au loin sur l'étiquette d'une princesse pale ale, vous vous dites bien que ce chevalier n'existe pas. Mais le joli village et son église sur une boîte d'œufs de poule élevée en batterie, ça c'est typiquement une image trompeuse, celle qui déplaît particulièrement à Laila Rolly. Mais c'est quoi encore le craft washing? Craft, ça veut dire artisanat en anglais. Et le craft washing, c'est un subterfuge marketing cousin du greenwashing, sauf qu'au lieu de jouer les écolos, on mise sur une authenticité feinte. En gros, on pique les codes des petits artisans pour dissimuler l'aspect industriel d'une multinationale ou d'une chaîne de supermarchés. C'est Javotte et Anastasie qui essayent de glisser leur pointure 45 dans la pantoufle de verre du petit pousset. C'est le bœuf qui veut se faire aussi petit que la grenouille. Exact, le problème c'est que les procédés industriels ne sont pas super vendeurs et c'est là qu'on utilise le craft washing. Surtout que souvent, ça permet aussi de vendre les produits plus chers. T'as des exemples? Plein. Le craft washing, c'est faire la pub d'une bière industrielle en parlant de l'abbaye qu'il a vu naître au XVIIe siècle, mais sans raconter que depuis, elle a été rachetée par le leader de la mousse et que sa fabrication est totalement automatisée. Ce sont des fast-foods qui font de la pâtisserie qui ressemble au fait maison. C'est vendre des pralinés en parlant d'un maître chocolatier passionné, mais cacher la chaîne de production robotisée et les laboratoires dans lesquels les recettes sont mises au point. Le craft washing, c'est aussi maquiller un point de vente. On met des paniers en rotin, des panneaux frais du marché. Parfois, on va même jusqu'à déguiser le personnel avec de grands tabliers pour écouler des patates égyptiennes ou des pommes néo-zélandaises. Et tout ça pour faire comme si elles débarquaient de Mora. Pareil pour les cosmétiques, de plus en plus de marques copient la déco des herboristeries d'antan pour vendre des produits blindés de cochonneries dans de jolis emballages rétro. Et tout ça, eh bien, ça nuit aux vrais petits indépendants qui se font piquer leur identité et leurs clients. Et comment on fait pour pas tomber dans le panneau? Souvent c'est flagrant, parfois plus subtil. La règle c'est d'être curieux et de se demander à qui va l'argent. Un véritable artisan, à une petite manufacture indépendante ou une grosse multinationale aux longues dents déguisées en mère grand. Et si on veut être très concret, ça m'étonnerait que l'atelier de ces biscuits à Milan ressemble encore à cette vieille photo. Les grands-pères et grands-mères sur les étiquettes, c'est un classique. Ce biscuit tyrolien, par exemple, eh bien, il faut croire qu'une dame aux cheveux blancs, ça fait vendre. Quant au simple nom Betty Bossy, désolé si je casse un mythe, mais bébé n'existe pas. La tante Agathe de ces biscuits, en revanche, a bel et bien existé autrefois. Le site de l'entreprise nous explique que cette veuve française s'est installée à Oron-la-Ville, qu'elle organisait des parties de bridge et que ses amis, régalés par ces biscuits maison, l'ont convaincue d'en faire commerce. Et la sauce grand-mère de Sylvain Co, eh bien, la dame dont on voit la photo et qui s'appelle Nénette, on nous dit que c'est elle qui a créé cette sauce à salade. Eh bien, Nénette connaissait déjà les antioxydants, farine de graines de goire, acide tartrique, amidon de maïs cireux modifié. On appellera cette séquence la poursuite infernale. Pas de jungle, pas de diamant vert, mais une téléspectatrice d'à bon entendeur harcelée par la maison de recouvrement Incasso pour une facture de Zalando qui n'a rien à voir avec elle et dont le montant a varié au cours des sommations d'Incasso. Il était de 120 francs au départ et de 150 francs 2 ans plus tard. Pendant plusieurs années, Livia, c'est son nom, a vécu une vraie galère pour faire valoir la vérité. François Janet l'a rencontrée. C'est un mauvais film dans lequel Livia Valeria de Jésus Costa s'est retrouvée, pressée comme un citron. Un long métrage qui commence, comme dans de nombreux films, par une scène de poursuite. C'était une lettre recommandée du bureau des poursuites en me notifiant qu'ils ont attribué cette poursuite à moi parce qu'ils pensaient que c'était moi qui
qui était la personne en question, en fait. Comme mon nom était celui qui était le plus proche du nom qui était avancé par Inkasso, donc ils ont déduit que c'était moi. Comment vous vous êtes débrouillé? J'ai essayé d'envoyer des lettres pour expliquer que je venais d'arriver à Genève, que l'adresse qu'ils avançaient, je ne la connaissais pas, et que j'ai jamais fait d'achat chez Zalando. D'ailleurs, je ne fais jamais d'achat sur Internet. Dans la foulée, l'Office des poursuites a donné mon adresse à Inkasso, qui a relancé une nouvelle poursuite. Et là-dessus, Inkasso a saisi mon adresse et m'a envoyé les poursuites, cette fois-ci avec mon nom juste et avec ma vraie adresse. De 2013 à 2015, les courriers n'en finissent pas. Sommations, poursuites, menaces, frais supplémentaires exorbitants. Tout y passe, truffé d'erreurs. Même des propositions d'arrangement pour solde de tout compte. Madame de Jésus Costa n'en dort plus. Payer aurait peut-être été moins douloureux. C'est vrai que ça aurait été beaucoup plus simple pour moi de payer, parce qu'au départ, c'était pas énormément d'argent, c'était environ 280 francs, quelque chose comme ça, de tête. Mais je trouvais que c'était pas juste de payer pour un argent que je ne devais pas. Moi, mon inquiétude, c'était si je paye cette facture, ça veut dire que je vais finalement endosser quelque chose que j'ai pas fait. C'est comme si j'acceptais que je dois un argent que j'ai jamais dû à personne. 2 ans de galère à affronter une véritable tempête administrative. À bout d'arguments, Madame de Jésus Costa décide finalement de faire appel à un avocat, Christian D'Andrés, qui règle l'affaire en quelques jours. Tout d'abord, il faut vérifier les montants qui figurent dans les factures qui sont réclamées par ces sociétés de recouvrement. Il faut les interpeller à ce propos. Relever aussi que le ton n'est pas toujours adéquat et que les personnes n'ont pas le droit d'être harcelées par ces sociétés. Et le cas échéant, leur indiquer que si les informations ne sont pas communiquées ou si ils les menacent de fichage sur des listes de mauvais payeurs, simplement, ça peut être dénoncé pénalement auprès du ministère public. C'est des contraintes. Des problèmes liés à l'office des poursuites sur la notification ou autre, c'est relativement rare que l'office fasse des erreurs. Par contre, ce qui est plus fréquent, c'est que la société de recouvrement ne fasse pas les vérifications, prenne le nom, cherche même dans l'annuaire local.ch, envoie la réquisition de poursuite ou des courriers à des mauvaises personnes ou des montants qui ne correspondent pas. Là, en l'occurrence, on avait les deux aspects. Malgré les menaces, Madame de Jésus Costa tient bon et obtient enfin justice. Inkasso annule la poursuite et lui adresse des excuses, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et là, maintenant, mars 2019, je suis allée pour faire un extrait de poursuite et puis j'apprends qu'il y avait une poursuite contre moi. Et j'avais reçu aucun nouveau courrier, je n'étais pas au courant. Et là, je demande d'avoir des informations, de savoir qu'est-ce que c'était comme poursuite. Et j'ai été très mal reçue au bureau des poursuites, comme si... comme s'ils savaient déjà qui j'étais, pourquoi je venais. J'avais vraiment l'impression d'être une voleuse. 3 ans après, c'est donc bis repetita. L'Office des poursuites ne veut de nouveau rien entendre. Livia de Jésus Costa fouille alors sa maison, elle retrouve les documents qui l'innocentent et retourne les présenter à la préposée, qui constate et admet enfin que la poursuite avait bel et bien été retirée en 2015, et le ton change. Elle s'est excusée après. Elle était toute désolée, elle a dit qu'elle m'a mal parlé, et puis que je ne méritais pas. Et à la fin, en fait, elle m'a pas dit mot par mot, mais elle m'a bien fait comprendre que c'est quelque chose qui arrive avec récurrence, que Inkasso relance des poursuites quelques années plus tard. Et il y a effectivement des gens qui ont jeté les documents. Et le simple fait d'imaginer, de se retrouver dans cette situation, les gens finissent par payer. Et c'est vrai que moi,
Si je n'avais pas retrouvé ces documents, j'aurais payé. Les vents contraires se sont calmés pour Madame de Jésus Costa. Elle l'espère en tout cas. Mais il y a des leçons à tirer de son histoire. L'Office des poursuites du canton de Genève traite énormément de demandes, c'est le plus gros office des poursuites de Suisse. Il y a parfois quelques erreurs de ce type-là qui se produisent. L'actualité montre effectivement qu'il y a pas mal de travail à faire au sein de cet office. Ce qui est problématique et qui ne se règle pas par un simple courrier, c'est si la poursuite est laissée par le créancier ou par le service de recouvrement auprès de l'Office des poursuites, parce que les personnes, lorsqu'elles vont demander un extrait, l'extrait ne sera pas vierge. Et ça, c'est rédhibitoire pour les crédits, pour l'accès au logement. Comment Incasso explique ou justifie tous ces cafouillages? Pas encore de réponse, je vous la communiquerai dès qu'elle arrivera. Grégoire Gasbuller, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, docteur en droit, auteur d'une thèse sur les sociétés de recouvrement qui est parue en 2016. Vous avez donc une bonne connaissance des pratiques de ces sociétés de recouvrement. Est-ce que l'histoire qu'on vient d'entendre est exceptionnelle ou pas du tout? Alors qu'il y ait 2 erreurs comme ça pour la même personne et dans un laps de temps aussi rapproché, c'est plutôt exceptionnel. Mais que ces sociétés de recouvrement se trompent, s'adressent à la mauvaise personne, à un homonyme, ça, c'est encore relativement courant, on va dire. Malheureusement, relativement courant, ouais. On s'écarte un tout petit peu du cas de Livia. On se rappelle qu'en 2012, il y avait un postulat du conseiller national PLR Raphaël Comte qui disait ceci, je cite, « Le débiteur est démuni face à la toute-puissance que s'octroie l'édite société de recouvrement dans un contexte où leurs agissements ne sont que peu surveillés. » Vous aviez été, vous, très déçu par la réponse du Conseil fédéral. Il n'y a toujours pas d'encadrement, c'est bien ça? Il n'y a rien pour l'instant. Le Conseil fédéral, en 2017, a rendu un rapport dans lequel il expliquait en substance qu'il y avait des problèmes, mais que, bon, est-ce qu'on allait vraiment apporter une solution à ces problèmes-là? La réponse est non. La réponse est non, alors qu'il y a des régimes qui existent, notamment aux États-Unis, dont on pourrait s'inspirer, qui sont relativement simples. On décide d'instaurer une certaine régulation. Ensuite, on instaure une surveillance étatique et si les agissements continuent, on sanctionne. D'accord, et ça n'existe pas, le droit n'a pas changé en Suisse. Non. On va revenir au cas de Livia parce qu'il y a ces frais administratifs qui sont incroyables. Ils lui ont été facturés, par exemple, frais de rappel, frais de poursuite, émolument d'avocat. C'est correct, ça? Non, il faut bien distinguer le montant de la créance de base qui, lui, alors est dû ou n'est pas dû. Oui, il faut que ce soit la bonne personne pour une prestation qui a effectivement faite. Si la prestation a été faite, la facture est due, le montant de base, les intérêts moratoires aussi, parce qu'il y a un retard de paiement. Par contre, tout le reste, c'est beaucoup plus discutable. D'accord, par exemple, émolument d'avocat, 145 francs de dommages de retard, contestable aussi. Donc tous ces frais-là, on n'est pas obligé de les payer, c'est bien clair. Non, ces frais-là sont illégaux. D'accord, carrément illégaux. Oui. Ok, d'accord. Alors quand on est comme dans le cas de Livia, finalement mise aux poursuites à tort, qu'est-ce qu'il faut faire en tout premier pour essayer de résoudre le problème? Alors, il faudrait déjà contacter le créancier, parce que c'est le créancier de base. Donc ce serait Zalando dans le cas? Ce serait Zalando. Alors j'ai pu voir ici, il y avait une cession de créance, donc le créancier initial n'était plus saisi. Mais dans la plupart des cas, on peut s'adresser au créancier initial, on lui demande d'arrêter, de rappeler la société de recouvrement, de retirer les poursuites s'il y en a déjà eu, et on lui signale qu'on va payer alors le montant de base, les intérêts moratoires, mais pas tous ces frais qui se sont accumulés. Mais alors, cas de figure, on ne doit rien parce que la facture ne vous concerne pas, et puis la société de recouvrement comme Incasso ne veut rien entendre. Est-ce qu'on doit se lancer dans des poursuites civiles? Alors, c'est malheureusement la situation actuelle. Si vous voulez, il y a trois voies. La première, c'est qu'on peut faire masquer la poursuite aujourd'hui, depuis le début de l'année. Mais c'est payant, c'est 40 francs d'émolument qui sont adressés à l'Office des poursuites. Il y a la possibilité de faire une plainte pénale, parce que c'est de la contrainte. Le problème, c'est que pour les petits montants, les procureurs ont tendance à renvoyer aux tribunaux civils et à ne pas entrer en matière. La dernière voie, c'est d'agir devant les tribunaux civils, mais malheureusement, dans la plupart des cas, ça veut dire payer des frais, ou ça veut dire engager un avocat, et les montants seront souvent plus élevés que les frais de rappel qu'ils auront décidé de facturer. Donc, solution difficile tout de même, et on est quand même encore aux prises de ces maisons de recouvrement. Merci pour vos conseils. Très bonne soirée à vous. Merci d'être venu. Merci beaucoup.
Mardi prochain, À bon entendeur fera du bruit. C'est l'une des plaies actuelles en milieu urbain, mais pas seulement. Un Suisse sur 5 souffre du bruit en journée et la nuit, c'est 1 personne sur 8. Derrière les chiffres, il y a des hommes et des femmes qu'À bon entendeur a rencontrés en mesurant le bruit sur le bord de leur fenêtre ou balcon. Une des nuisances sonores problématiques, c'est le bruit des motos et scooters. ABE l'a testé en tenant compte des modes de conduite les plus courants. Vous verrez que le comportement du conducteur est primordial. Une des mesures phares pour limiter le bruit du trafic, c'est la pose de revêtements phono-absorbants. Comment ça marche? C'est à découvrir mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne fin de soirée.